Vous le savez trop bien, l'actualité reste dominée en République démocratique du Congo par cette démarche amorcée par l'ASENCO et l'ECC en vue de pacifier le pays, la cohésion nationale. Il sera question de s'interroger sur cette démarche. Est-ce vers une instauration d'une paix durable? Nous parlerons également de résolution à l'issue du sommet EAC SADC qui s'est tenu il y a peu en Tanzanie, et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau messieurs, bienvenue Iragi Mushengezi, il est analyste politique, cadre de l'Union Sacrée, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour aussi à monsieur Christian, et bon début aussi de la semaine à tous les téléspectateurs de HK6. Merci bien. En face de vous, monsieur Agonès Kakouji, il est du mouvement révolutionnaire La Voix du Peuple, à qui nous disons bonsoir également. Bonsoir monsieur Christian, avec beaucoup d'amour je dis bonsoir au peuple congolais, bonsoir à tout le monde. Merci bien. Alors, messieurs, bienvenue. L'ASENCO et l'ECC sont dans cette démarche d'approche pratiquement des autres personnalités politiques en vue de parler le même langage pour qu'il y ait paix par rapport à la situation menaçante qui s'observe dans la partie est de la République démocratique du Congo d'entrée des jeux. Comment trouvez-vous cette démarche de ces deux confessions religieuses jusqu'ici? D'accord, monsieur Christian. Au nom de la paix, nous sommes en train de soutenir l'initiative de l'ASENCO et l'ECC. Comme vous le savez, il y a l'Église du Christ au Congo et l'ASENCO qui s'est invitée dans la résolution pacifique des conflits persistants en RDC, sachant que c'est un conflit qui dure maintenant plus de 30 ans et qu'à chaque fois, il y a des solutions qui sont prises mais toujours boycottées par les mouvements rebelles, qui dans le temps c'était d'abord CNDP, RCD d'abord, CNDP, plus tard c'est M23, et puis maintenant c'est deuxième fois la rébellion M23. L'ASENCO, dans sa démarche, nous sommes en train de saluer ça. Pourquoi? Parce que c'est un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et dans cette démarche-là, nous sommes en train de saluer la cohésion nationale qu'est en train de prôner l'ASENCO et l'ECC. Déjà d'entrée de jeu, vous savez que les consultations ont bien commencé. Il y a déjà le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui a déjà été consulté. Il y a déjà Martin Fayulu Madidi qui a déjà été consulté. Il y a déjà Matata Mponyo en sa qualité d'ancien Premier ministre et qui avait encore éradiqué dans son temps les M23. Et il faut préciser que les deux confessions ont été voir le président de la République démocratique du Congo dans le même démarche. C'est là que le go a été donné, après les rencontres avec le président de la République, qui a donné sa bénédiction, parce que tous les moyens sont maintenant acceptés, pourvu que nous ayons la paix à l'est de la RDC. Alors, Agonès Kakouji, votre lecture par rapport à cette attitude qu'affiche l'ASENCO et l'ECC qui voudraient réunir autour d'une même table les acteurs majeurs politiques du pays. Déjà avant de commencer, je donne beaucoup de courage au peuple de l'Est qui sont en train de traverser des moments difficiles dans cette période. Et je précise ici que ôter la vie à une personne, ôter la vie à quelqu'un, ce n'est pas une décision qui revient à un humain, c'est une décision qui revient à Dieu. Et donc nous sommes franchement désolés par rapport à ce qui se passe, que les hommes soient condamnés à s'exprimer par les armes. Et je précise aussi qu'avec les armes, nous pouvons détruire les rebelles, mais avec l'éducation, nous pouvons effacer la rébellion. Et pour répondre concrètement à votre question, moi je pense que pour la paix, pour la liberté, nous sommes partants de toutes les procédures. Pourvu que nous soyons tous satisfaits, pourvu que nous vivions dans un Congo uni et prospère. Mais ce que j'aimerais aussi contribuer par rapport à mon analyse est que la CENCO, l'ECC, doit impliquer le peuple dans les processus. Parce que c'est le peuple qui joue un grand rôle. Réunir Martin Fayulu, c'est bien. Réunir Vital Kamerhe, c'est bien. Est-ce que c'est Vital Kamerhe qui va dire à Kagame ou à ceux qui nous agressent d'arrêter la guerre? Je ne pense pas. Mais il faut
déjà au départ que nous ayons une réconciliation nationale entre peuples. Parce que là, il ne s'agit pas des gens de l'Est, il ne s'agit pas des gens de l'Ouest ou bien du Kasaï ou bien du Katang, il s'agit de la dignité humaine. Réconciliation nationale. De quels acteurs parlez-vous concrètement? Puisque quand vous parlez de ceux qui ont été consultés jusqu'ici par les deux confessions religieuses, ce sont les leaders d'opinion. On suppose que leur point de vue a une pignon sur rue. Déjà, ça fait plus de 30 ans que nous avons une crise à l'Est. Et moi, je pense qu'une crise de 30 ans n'existe pas sans un système. Ce n'est pas une crise sans un système. Et depuis que cette guerre a commencé, nous avons beaucoup de leaders d'opinion. Qu'est-ce qu'ils ont contribué pour mettre fin à la guerre qui se passe à l'Est? Bon, c'est pour répondre à votre question. Ce n'est pas une question des leaders d'opinion, c'est une question d'intégrer le peuple dans cette lutte. Que le peuple prenne conscience, parce que c'est le peuple qui se libère lui-même. Le peuple n'a pas besoin d'un leader. Agonis, nous devons être pragmatiques. Vous parlez du peuple. On ne peut pas réunir toute la population autour d'une même table. Qu'il faille une représentativité rationnellement. Quand je parle du peuple, je parle de l'esprit qui anime le peuple. Parce que le peuple est partout. On ne peut pas réunir 120 millions d'habitants pour résoudre un souci. Mais quand on intègre le peuple dans cette lutte d'une manière consciencieuse, c'est-à-dire par la conscience, éveiller la conscience du peuple congolais, qu'il prenne conscience de ses responsabilités. Pas venir vers le peuple, lui dire ce qu'on veut pour le manipuler plus tard, mais dire la réalité au peuple. C'est le moment de nous dire la vérité, c'est le moment de nous parler franchement pour que cette question soit définitivement résolue. Alors, il y a des recommandations qui ont été formulées par certains leaders que les deux confessions religieuses ont eu à rencontrer. Pensez-vous que ces préalables, ces conditions données peuvent être idéales pour que la mission assignée arrive jusqu'au bout? Monsieur Christian, la guerre que nous avons, ça a duré, c'est 30 ans. Et comme vous le savez, déjà dans les années 94, nous avons accueilli d'une part les réfugiés qui sont venus du Rwanda. Déjà en 96, avec le plan de la libération du Zaïre dans les temps, nous avons connu l'arrivée de l'AFDL avec une suite de rwandophones qui combattaient à côté de M. Laurent Désiré Kabila. Et aux années 98, il y a eu déjà rupture des partenariats entre la République démocratique du Congo, déjà, contre le Rwanda. Et c'est par là qu'il y a eu même déjà la formation de la première rébellion que nous avons connue depuis l'arrivée de Mzee. Là, nous sommes en 98. Et c'est là que moi, je vais saluer le courage des leaders d'opinion, que je salue, les notables du Sud Kivu, le président de l'Assemblée nationale, honorable Vital Kamerhe, qui a participé activement aux résolutions pacifiques qui a mis fin au CNDP dans l'État. Nous sommes en 2003 lors de la réunification nationale. C'est un monsieur qui a bravé la peur. Il a parcouru les Kivu dans les temps occupés, sous occupation par les RCD, où on lui a même bloqué l'aéroport par plusieurs fois pour descendre à Goma. Et il ne s'est pas arrêté par là. Il a poursuivi sa mission de pacification telle qu'elle lui a été mandatée par l'ancien président Joseph Kabila. Quand nous parlons des leaders d'opinion, avant de revenir à la question, ces leaders, ils possèdent une foule derrière eux. Et cette foule communique régulièrement avec leurs leaders. Aujourd'hui, nous avons un Corneille Nangaa, un Congolais, des pères et des mères, mais qui vient avec ses revendications. Hier, c'était qui? C'était Bertrand Bisimwa avec un 23 CNDP qui venait avec ses revendications. Dans les temps, c'était les mouvements Maïmaï, Yakutuma, Maïmaï, ceci, cela, qui avaient leurs revendications. Nous sommes en train maintenant de saluer cette initiative de la CENCO et de l'ECC. Tout le monde a ses justifications. Il se justifie que nous ne vivons pas bien, oh, nous sommes discriminés, oh, c'est une communauté éloignée, écartée, tout ça. Alors là, maintenant, c'est un dialogue national qui est en train de s'ouvrir. Les consultations avec les Congolais. Les consultations exclusivement congolais. C'est là que je voulais saluer ça. Les démarches de la CENCO, c'est d'abord les consultations. Ils consultent les peuples congolais. Et ils ont été clairs. Nous allons consulter l'opposition, qui est parti aux élections et qui n'est pas parti aux élections. Et là, nous vous parlons du FCC qui n'est pas parti aux élections.
Nous vous parlons des Ensemble pour la République et SID, qui sont partis aux élections, mais qui n'ont pas reconnu les résultats des urnes. Nous parlons aussi de cette opposition républicaine, de Costa Moutamba et Kenenen Koulou vient d'intégrer aussi. Ils vont consulter aussi la majorité au pouvoir, constituée avec l'union sacrée de la nation. Et en même temps, ils vont consulter aussi les forces vives. Connaissant que les forces vives, c'est l'émanation du peuple. C'est le peuple qui s'exprime à travers les mouvements citoyens, à travers la société civile. Pour répondre maintenant à la question, ça c'est une cohésion nationale qui commence. Pour la première fois, nous allons commencer par un dialogue, qu'on se dise la vérité en face. Qu'est-ce qui bloque la RDC pour que nous puissions avoir une paix durable? Et voilà que moi je donne ma bénédiction à cette démarche. Et vous trouvez que c'est une démarche qui peut constituer une lueur d'espoir pour l'instauration de la paix définitive dans la partie est du pays? Aussi longtemps qu'on se dit la vérité. Parce qu'il faut que nous soyons francs. Mon cher, vous m'aviez blessé l'autre fois. Pour dire que plus tard, il doit y avoir aussi une commission de paix et réconciliation. Là, c'est juste un début. J'estime que parmi les résolutions, il y aura ça. Il y a ceux qui ont perdu des maisons, ceux qui ont perdu des vies, ceux qui ont perdu des commerces, ainsi de suite. Donc moi, je crois que si nous nous disons la vérité, et que si réellement il n'y a pas une main noire autour de ces belligérants, et que c'est réellement ce sont des Congolais qui revendiquent leurs droits, et que nous parvenons à signer un pacte de collaboration, je crois qu'on aura maintenant définitivement une lueur d'espoir. Alors, pensez-vous que ces dires de vérité en face, avec tous les Congolais, que ce soit de l'opposition, de la mouvance au pouvoir et les forces vives, suffirait pour finalement avoir la paix tant voulue par tous les Congolais? Moi, je crois au peuple congolais. Je crois au destin, au grand destin du peuple congolais. Mon doute se situe par rapport au leader. Parce que dans les négociations, il faut noter que chaque leader vient avec son calendrier. Il vient avec ses motivations personnelles. Parce que personne parmi les leaders ne viendra négocier uniquement pour le peuple. Chacun aura quelque chose à gagner. Et quand quelqu'un n'est pas satisfait dans ce qu'il attend, il ne négocie pas bien. Soit il dit oui. Donc ce sont des intérêts. Vous estimez que certains qui seront approchés autour de la table auraient des intérêts purement égoïstes? Je ne dis pas précisément cela. Je dis simplement si nous allons à la négociation avec des motivations personnelles, on n'aura pas les résultats que le peuple congolais attend. C'est pourquoi depuis au départ, j'ai dit ici qu'il faut intégrer complètement les peuples dans ces processus pour régler cette question une seule fois pour toutes. Ça veut dire quoi? Le Rwanda, c'est un petit pays qui ne peut pas défier la RDC devant tout le monde, devant la communauté internationale, devant les Occidentaux et tout le reste, devant l'Union africaine. Le Rwanda, c'est un petit pays. Et à chaque fois quand nous parlons de la guerre de l'Est attaquée par le Rwanda, quelque part, ça nous diminue en tant que peuple. Parce que c'est un petit pays qui ne peut pas traumatiser la RDC pendant des siècles. Parce que ce que nous refusons de faire aujourd'hui, c'est la guerre. Pourtant, nous sommes déjà en guerre. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre nos responsabilités, de frapper la main sous la table et de faire face Non, mais il y a des démarches diplomatiques, faudra-t-il le reconnaître? Est-ce que ces démarches-là ont donné des résultats pendant 30 ans? Non. Parce que chacun, c'est ce que je vous ai dit au départ, parce que chacun déjà au départ vient avec sa motivation personnelle. Pendant que les grands Congolais déstabilisés, en venant avec l'image d'être pacificateur, qu'est-ce que moi je vais gagner ensuite? Donc ce que vous voulez dire, il faudrait que les acteurs politiques évitent qu'il y ait partage du pouvoir à l'issue de ces dialogues. Exactement ça. Le partage du gâteau. Et surtout impliquer les peuples dans les processus. Parce que le peuple, c'est ça le pouvoir. Le peuple, c'est ça qui contrôle même le pouvoir. Quand vous prenez le peuple pour le manipuler plus tard, ça va tomber contre nous plus tard encore. Parce que si déjà au départ nous sommes sincères avec notre peuple, on dit la vérité au peuple. Donc c'est le moment de reconnaître nos fautes, de mettre nos différences de côté et de mettre l'accent sur ceux qui peuvent nous aider à aller de l'avant, ensemble pour une paix durable. Alors pourquoi il n'y a que les CC jusque-là et la CENCO qui semblent prendre à bras le corps cette démarche alors que nous avons plusieurs confessions religieuses en République démocratique du Congo? Monsieur Christian, permettez-moi avant de vous répondre, de rachérir un peu l'intervention de mon co-débatteur, de mon collègue qui est en face de moi. Les peuples, c'est qui? Les peuples,
c'est une agglomération de personnes qui vivent dans un milieu X et Y et qui parlent le même langage, même langue et qui partagent beaucoup de réalités. Le peuple, c'est comme une masse, c'est comme une foule, mais qui doit être restructurée. C'est comme ça qu'il y a des restructurations au niveau des églises, au niveau des écoles, des entreprises, mais aussi au niveau de la politique. Et comme il avait dit au début, ce n'est pas tout le monde, oui, plus de 80 millions d'habitants, qui va aller s'exprimer. Mais ces habitants qui ont leur leader, parce qu'un leader, c'est celui-là qui porte à cœur les revendications de son peuple, de sa structure. Et c'est par là que nous qui avons fait aussi les sociales aux humanités, quelque part, on nous a parlé de self-help, self-realism, self-progress. Le leader, c'est celui-là qui aide sa communauté à s'aider soi-même. Mais sa plus grande crainte est que ces leaders s'approchent, n'est-ce pas, à ces dialogues avec des agendas. Je m'excuse, M. Christian, c'est là où je voulais chuter. Allez-y. Vous voyez, nous avons un phénomène qui est hétérogène en RDC. Nous avons connu le mouvement Boudou Dia Congo. Nous sommes dans les Bas-Congo. Ils ont les réalités de Boudou Dia Congo. Vous n'allez pas amener un Katangé pour aller résoudre des problèmes de Boudou Dia Congo dans les Bas-Congo. Nous avons un problème comme une ensemble. Nous sommes dans les Kasaï. Vous n'allez pas prendre un Kivousien pour aller résoudre un conflit qui ne connaît même pas. Nous avons un phénomène Bakatakatanga, dans les grands Katanga, avec des conflits intercommunautaires entre les Bantous et les Tois. Vous n'allez pas prendre un Kinois pour venir résoudre un conflit qui ne connaît pas. Parce que chaque communauté a ses revendications. Nous connaissons un problème de résistants Maï-Maï, les forces d'autodéfense, et soi-disant des communautés minoritaires dans les Kivu. Vous n'allez pas prendre aussi un Né-Congo pour aller résoudre ces conflits. Logiquement, il faut que le leader provienne de la contrée. Par rapport à toutes ces divergences que nous avons, toutes ces communautés vont se choisir le leader qui auront l'espace de dialogue et de parler. Ils vont s'exprimer, ils vont parler. Pour répondre maintenant à votre question, nous savons qu'actuellement, toutes les négociations qui ont été faites dans les temps ont abouti à des accords éphémères. Soit d'une part, le pouvoir qui n'a pas respecté les accords et les belligérants ont repris les armes. Ça a été le cas des RCD, SNDP, M23 pour la deuxième fois. Soit d'autre part, ce sont les belligérants qui veulent plus. Et c'est là que moi je suis en train de dire que l'Église catholique et l'ECC, ce sont des grandes églises, des grands leaders d'opinion en RDC. Contrairement aux autres, ce n'est pas une façon de miniaturiser les autres confessions religieuses sur ces plateaux. Bon, quand nous parlons déjà de l'ECC, c'est l'Église du Christ au Congo. Ça prend toutes les communautés protestantes. Les catholiques, vous savez que les chrétiens en RDC représentent plus de 85% de la population. Et nous savons les rapports par rapport à la gestion pacifique. Vous savez, dans la résolution pacifique des conflits, nous devons privilégier au plus tôt d'abord les dialogues. Pourquoi nous nous battons? Comprenons d'abord les causes profondes de pourquoi nous nous battons. Et c'est là que moi je soutiens. Je suis contre la guerre actuellement. Parce que cette guerre nous a amené à perdre des millions de compatriotes. Plus il y a la guerre, plus nous perdons des vies humaines. Combien de vies humaines que nous avons perdues à Goma? On nous parle de 3000, mais nous sommes au-delà. C'est les 3000 qui a été répertorié. Combien de gens que le M23 a tué dans des cachettes et continue à tuer? Combien de personnes sont dans des fosses communes aujourd'hui? Quand vous nous parlez de la guerre, il faut avoir pitié de cette population. Vaut mieux négocier bien et trouver la paix que de mener la guerre actuellement, à l'ère actuelle. Avec toutes les conséquences possibles. Voilà. Alors, Agonès, dites-nous sincèrement, à quoi vous attendez à l'issue pratiquement de ces dialogues nationaux prônés par le CESE et la CENCO? Déjà, une solution facile nous permettra de résoudre aussi la question facilement si la CENCO, l'ECC, arrive à réunir tout le monde sincèrement et à négocier avec tout le monde pour qu'une paix soit vraiment rétablie à l'Est. Je suis partant. Mais, comme je l'ai expliqué ici récemment, comme mon frère l'a dit, être leader c'est quoi? Être leader, ce n'est pas avoir un parti politique, ce n'est pas parler, réunir des gens. Être leader, c'est un mental. Il faut savoir communiquer le pouvoir qui est en toi aux autres, dans le bon sens, guider les gens dans la droiture. Ce n'est pas venir vers le peuple, dire que non, allez marcher, faites ça, et puis derrière, tu pars négocier, on te donne des postes, tu donnes à tes proches, et puis tu te dis leader.
si dans les vrais sens du mot leadership, il y a des Congolais qui se représentent comme des leaders, moi je suis partant. Quand quelqu'un oublie ses motivations, oublie ce qu'il a comme souci, il oublie tout ça, il dit non, moi c'est l'intérêt du peuple, c'est la paix. Moi je suis partant, je suis d'accord. La crainte c'est quoi? Parce que nous avons eu beaucoup d'accords qui n'ont pas été respectés. La CENCO, c'est une organisation vraiment crédible qui a été ridiculisée dans le passé parce qu'elle a pris position de la justice. Et aujourd'hui on a besoin de la même CENCO pour résoudre le même problème. Est-ce que quand la question sera résolue, est-ce que chacun sera en mesure de respecter ce qu'il a pris comme accord au départ? Parce que déjà, il faut éviter de donner un cours d'histoire ici sur le plateau. C'est à cause de ces histoires-là que nous n'arrivons pas à trouver des solutions jusqu'à aujourd'hui. Il y a une guerre qui se passe à l'Est, il y a des gens qui meurent. Est-ce que nous devons rappeler comment la guerre a commencé? Est-ce que nous devons répéter qu'il y a des morts chaque jour? Non. Qu'est-ce que nous devons prendre comme mesure pour sauver ce qu'il y a à sauver aujourd'hui? C'est là la question qu'il faut se poser maintenant même. Parce que il est tard. Il faut éviter qu'il soit trop tard. Parce que quand nous revenons dans l'histoire, ça nous ramène quoi? Dire que non, il y a eu ça, il y a eu le RCD, il y a eu tout ça. Tout ça ne va nous servir à rien. Il y a des gens qui meurent à l'Est. Donc vous ne voulez pas qu'on fasse la récapitulation historique? Il faut avancer, sans tenir compte de faits ayant caractérisé l'histoire. Nous sommes ensemble avec le peuple. Donc là, vous remettez en cause l'argumentaire de votre co-débatteur qui voulait réchauffer la mémoire de tous ceux qui nous regardent. Pour servir à quoi? Parce que déjà, cette mémoire, elle est douloureuse. Du fait qu'on pense à tout ce qui se passe à l'Est, c'est quelque chose qui nous tue à l'intérieur de nous. Parce qu'il y a des gens qui assistent à des massacres jour et nuit. Et quand vous rappelez ça à une personne, vous le traumatisez davantage. C'est vrai, cette guerre, nous la vivons au quotidien chaque jour parce que nous sommes Congolais, nous sommes ensemble, nous sommes des cœurs avec les gens de l'Est. Nous sommes en train de... D'accord. Vous aurez votre temps de débat. Il n'y a pas de souci. Nous sommes des cœurs avec les gens de l'Est. Nous savons ce qui se passe. Nous sommes traumatisés. Si nous sommes ici sur le plateau en train de parler de ce qui se passe à l'Est, c'est parce que quelque part nous sommes touchés. Et pour être touchés, c'est parce que nous connaissons l'histoire. Parce que comment est-ce que nous pouvons débattre sans connaître l'histoire? Moi, je pense que l'histoire est importante. Je ne suis pas en train de renier l'importance de l'histoire, non. Je dis simplement, jusqu'à quand nous allons raconter l'histoire de l'Est sans agir, sans prendre des mesures concrètes. C'est ça. Alors, bien compris. Vous n'êtes pas d'accord avec sa position de tout à l'heure? Je ne suis pas d'accord parce que nous ne parlons pas d'histoire. Nous parlons d'une continuité des faits. Les faits sociaux, c'est ça même les déclencheurs des conflits que nous avons. Aux États-Unis jusqu'à aujourd'hui, chaque 11 septembre, ils célèbrent la mémoire de tous ceux qui étaient tués par Osama Bin Laden dans les Capitoles. Jusqu'à aujourd'hui, on continue toujours à célébrer ça. Et à chaque fois, nous sommes maintenant en France avec Charlie Hebdo. Ils continuent à célébrer l'attentat terroriste qu'ils ont continuent à célébrer parce que le temps là est passé, la question est résolue. Je voulais chuter. Ici, la question n'est pas encore résolue. Nous sommes en train de parler des choses qui se passent. Comment raconter l'histoire d'une chose qui s'est passée alors que nous la vivons au quotidien? Mon frère, l'histoire de Ben Laden est déjà passée. Je voulais recadrer une chose. Les États-Unis n'ont pas fini à traquer tous ceux-là qui avaient participé dans l'attentat du 11 septembre. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent soit à les tuer, ils continuent soit à les poursuivre. Ils n'ont jamais arrêté. Mais pourquoi ils font toujours appel à cette lourde mémoire? C'est pour qu'ils puissent trouver réellement les vrais problèmes des mouvements terroristes actuellement, les mouvements islamistes. Nous sommes Congolais, mon frère. Il y a toujours l'histoire qui est en train de se déformer actuellement au niveau du Rwanda, au niveau des pays des puissances occidentales. Nous qui connaissons que l'M23, c'est un mouvement des rebelles soutenu par le Rwanda qui est venu piller nos minéraux. Mais aujourd'hui, l'Union africaine nous dit que non, c'est une opposition militaire, politico-militaire. Donc, vous voyez maintenant la réconciliation, c'est quoi? Il n'y a pas le développement, c'est la réconciliation. Il y a la guerre, il y a des tueries, il y a des massacres. Il faut qu'on se dise des vérités. Moi, j'acquise telle communauté acquise telle personnalité. Et ensemble, maintenant, mettons un compromis. Au nom de la paix, mettons les armes à côté. Ayons maintenant le même langage pour la paix et l'unité nationale. Et à partir de là, maintenant, nous pouvons maintenant parler de la paix. Déjà, quand vous parlez de ce qui se passe à l'Union africaine,
l'Union africaine est en train de dire que ce sont le mouvement d'opposition et tout et tout. Oui. Déjà, c'est parce que nous comptons sur l'aide des autres. Nous n'avons pas pris nos mesures jusque-là pour nous défendre. L'Union africaine est financée par l'Union européenne. Donc c'est normal que l'Union africaine vienne nous raconter ce que l'Union européenne veut. Parce que depuis au départ, on s'est dit, le Rwanda est soutenu par les grandes puissances. Qui arme le Rwanda? Qui arme le Rwanda? Qui finance cette guerre à l'Est? On se rend compte que le Rwanda n'est pas seul dans cette lutte. Le Rwanda est soutenu par des grandes puissances. Mais quand vous venez avec l'histoire, la conclusion de l'Union africaine, moi ça me désole. Parce que ce sont des institutions qui sont manipulées à temps et à contre-temps. Alors nous allons évoluer. Il y a eu sommet EAC SADC et toute une série de recommandations pratiquement dévoilées à la face du monde. Comment, à votre niveau, vous avez trouvé la tenue de ces sommets en Tanzanie? Monsieur Christian, on n'a jamais connu un balai diplomatique positif en RDC que celui que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La RDC est en train de prendre une maturité diplomatique que depuis les Zaïre et aujourd'hui on n'a jamais connu. Aujourd'hui la RDC, un seul pays d'Afrique, parvient à mobiliser toute la communauté internationale, toutes les organisations régionales et toute l'Union africaine. Nous sommes en train de saluer cette diplomatie agissante que mène notre VPM des Affaires étrangères actuellement, que mène notre vice-ministre de la Justice, et d'ailleurs qui n'a pas signé les conclusions de ces accords là-bas de l'Union africaine. Nous sommes en train de vivre un balai diplomatique. Du Conseil national des droits de l'homme, au Conseil national des Nations Unies, à la Commission de l'Union africaine, à l'EAC, à la SADC et à travers le monde à la CPI, nous sommes en train de faire bouger le monde. Aujourd'hui, la RDC devient le projecteur de l'actualité politique mondiale. Moi, je suis en train de saluer toutes les marches que nous menons aujourd'hui au nom de la paix, au nom du retour de la paix en RDC. Moi, personnellement, j'ai salué. Les gens disaient à côté, le président n'est pas parti, le président ceci, c'est là. Ici, il faut préciser qu'il a pris part par visioconférence. Monsieur Christian, nous ne devons pas critiquer notre pays à ces jours. C'est pourquoi moi, je suis content avec la position de Martin Fayoulou, qui a accepté d'être consulté par la CENCO, qui est un opposant farouche au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Matata Mponyo Denis Sanga, qui sont déjà consultés à ces jours. Quand il y a la guerre, il y a une cohésion nationale d'abord. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. C'est l'intérêt suprême qui prime. C'est l'intérêt suprême qui prime. Or, nous, la population, que nous l'ayons voté ou pas, nous avons donné un pouvoir à ces présidents, qui est le guide actuellement de ces pays. Et nous sommes en train maintenant de saluer tout ce qui se passe actuellement. Et moi, je crois que nous aurons de bonnes résolutions. Les résolutions d'abord qui ont été prises, c'est d'abord une loi d'espoir qui commence, parce qu'il y a des obligations. On a exigé un cessez-le-feu. Voilà. Immédiat. Immédiat. On a proposé qu'il y ait un plan de sécurisation de la ville de Goma. On a exigé qu'il y ait retrait de toutes les forces non étatiques présentes au niveau de Goma. On a exigé au M23 de cesser avec les armes à feu. Donc il y a plusieurs résolutions. Et c'est un autre avantage sur le plan diplomatique. Alors ici, il faut préciser que quand ça tire, ça ne choisit pas qui est de l'opposition, qui est de la majorité. Et voilà, et ça fait des victimes, même dans les camps de l'agresseur. Ce qui veut dire que la guerre n'est pas à souhaiter, puisque la balle n'est choisie par la tête ou la forme de la tête de quelqu'un. Alors, Agonès, revenons également sur la même question soumise EAC SADC. L'actualité mondiale reste focus sur ce qui se passe en RDC. Déjà, les mesures diplomatiques sont allouées parce que c'est une façon de nous éviter les désolations. Parce que dans une guerre, moi je pense que dans une guerre, il n'y a jamais eu de vainqueurs ni de vaincus. Parce que tout le monde, à part se sentir épuisé, ruiné et avoir des morts à côté, même si vous êtes vainqueur, vous ne pouvez pas être vainqueur avec des morts à côté. Donc, je salue aussi l'engagement de tout le monde dans le processus de la paix. Mais ma crainte se situe où? Parce que les organisations africaines
tels que nous les connaissons, n'ont jamais de solutions concrètes à un pays. Parce que déjà, il y a beaucoup d'organisations comme la CEDEAO, il y a la communauté d'Afrique de l'Est, telle que vous l'avez cité ici, il y a l'Union africaine. Quand je me pose la question de savoir quel est le pays qui a été soutenu ou aidé par ces organisations à trouver une solution par rapport au terrorisme ou à la guerre, je ne trouve nulle part aucune de ces organisations. Par exemple, par rapport à ce qui s'est passé en Libye, quand on a humilié le président Kadhafi, on l'a tué, on l'a ridiculisé. Les Africains étaient là, toutes ces organisations étaient là. Qu'est-ce que ces organisations ont fait? Voilà ma crainte un peu. Sinon, nous sommes en train d'essayer de nous accrocher, espérant que ça peut aboutir à quelque chose de concret. Mais sinon, moi je me demande toujours quelle est notre part de responsabilité par rapport à ce qui se passe. Au-delà de toutes ces organisations qui viennent vers nous pour nous aider à trouver une solution, quelle est notre responsabilité? Parce que l'EAC peut trouver la solution aujourd'hui par rapport à ce qui se passe à l'Est. Demain, après-demain, le même agresseur décide d'agresser la RDC. Est-ce que nous allons recourir encore aux mêmes organisations où nous serons... Mais soyez quand même optimistes pour l'amour de la patrie, où vous êtes dans la projection de faire. Faudra-t-il que cette projection-là soit à l'intérêt national? Monsieur Christian, l'indépendance d'un pays, c'est quelque chose qui se défend jusqu'à la mort. Je suis amoureux de mon pays, j'aime le Congo, j'aime le peuple congolais. Je suis pragmatique dans mes analyses. Parce que déjà, nous devons à mesure de nous défendre seuls, sans compter sur qui que ce soit, au-delà de mesures que nous prenons avec les organisations africaines. Nous devons être à mesure de nous préparer, d'être forts, de repousser l'ennemi jusqu'au bout. Parce que déjà, je ne suis pas... comme il a dit, là, il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas la majorité, nous sommes patriotes. Là, c'est le Congo. Là, c'est le Congo, et nous sommes patriotes. Devant le Congo, il n'y a pas, comme Lumumba le disait, pour le pays, je n'ai ni père, je n'ai ni mère. Pour le pays, je ne suis d'aucune tribu, d'aucune province. Je ne suis pas un homme, je suis le Congo. Le Congo m'a fait, à mon tour, je façonne le Congo. C'est une conception qui doit nous interpeller tous, parce que c'est la terre qui est en train d'être arrachée à notre pays. Et moi, je pense que nous devons résister jusqu'au bout, montrer de quoi nous sommes capables, que nous sommes un peuple qui ne lâche pas. Si nous devons nous mettre à genoux, qu'on se mette à genoux une seule fois pour dire à ceux qui sont tombés que nous avons récupéré notre terre, votre mort n'a pas été vaine plutôt. Nous avons récupéré notre terre. Donc, alors, bien compris. Alors, dites-nous, aujourd'hui, toute la communauté internationale presque pointe du doigt le Rwanda. La même communauté soutient les efforts de pacification de la partie Est. Une sorte d'ambiguïté. Comment comprenez-vous cela? Oui, monsieur Christian. Peut-être avant de répondre juste une petite seconde, nous avons connu les accords de Sun City qui avaient ramené la paix en RDC. Nous sommes en 2003. On a eu un partage de pouvoir de 1+4 nulle part au monde. Ça s'est fini grâce à la pacification ou bien au leadership de plusieurs organisations africaines. Ça s'est passé en Afrique du Sud. Et la guerre s'est éteinte comme ça sans qu'il y ait encore des morts d'hommes. C'est au nom de la paix que nous avons connu ça. C'est au nom de la solidarité africaine que nous avons connu ça. Nous sommes encore un exemple par rapport à la résolution pacifique des conflits africains par les Africains. Maintenant, par rapport à ça, le Rwanda a toujours été ciblé. De toutes les guerres d'agression que nous avons en RDC, ça vient toujours du Rwanda. Que ce soit l'AFDL, le RCD, CNDP, 23, ça vient toujours du Rwanda. Et le Rwanda, toutes ces années, n'y est toujours. Et c'est aujourd'hui, sous le règne maintenant du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le Rwanda maintenant est taxé officiellement comme agresseur de la RDC. Confirmé par les Nations Unies, confirmé par des organisations régionales d'Afrique, mais aussi par le Conseil national des droits de l'homme. Donc, à ce jour, le Rwanda, sur le plan diplomatique, est en train d'être anéanti. Comme mon co-débatteur a dit tantôt, à chaque fois qu'il y a une guerre, il y a ni vainqueur ni vaincu. Nous pouvons perdre sur le plan des guerres, mais nous venons de gagner un grand pas sur le plan diplomatique. Parce qu'actuellement, le Rwanda est identifié comme les criminels, les sanguinaires
les Mais c'est causeurs toujours des la même conflits. communauté internationale qui pointe du doigt le Rwanda, qui serait de mèche avec le même pays. Ça, c'était avant que nous puissions identifier officiellement le Rwanda, c'était avant que nous puissions faire convaincre à cette communauté que c'est le Rwanda qui est notre agresseur. Déjà aujourd'hui, je crois aujourd'hui ou demain, le Parlement de l'Union européenne va se réunir à huis clos pour réévaluer les accords de l'Union européenne avec le Rwanda. Donc déjà, sentez que nous commençons à faire bouger les histoires. Déjà aujourd'hui, il y a même l'accord là de l'Angleterre, donc du Royaume-Uni, pour l'expulsion des migrants vers le Rwanda qui avait été rompu. Donc nous avons commencé déjà à bouger les lignes. Et c'est notre diplomatie qui est en train de gagner, de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, Kagame devient affaibli. Il commence à se déplacer à travers le monde aussi aujourd'hui. Celui qui était orgueilleux, qui restait chez lui, qui envoyait sa ministre des Affaires étrangères, Mushikwabo actuellement, qui est présidente de la francophonie. Mais aujourd'hui, c'est Kagame lui-même affaibli, comme ça a été le cas de Mobutu, avant sa chute, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc nous voyons que Kagame, il est sur déclin. Kagame, d'ici là, on ne parlera plus de lui. Si on lui coupe l'aide humanitaire, les coopérations bilatérales qu'il avait de Il ne sera que l'ombre de lui-même. Et que nous, en RDC, nous coupons. Il n'arrive plus à piller nos richesses, nos minéraux. Le petit Rwanda, comme on l'a dit, il va disparaître sur la scène africaine. Alors, la même question, le Rwanda pointé du doigt, mais toujours sous couvert de la communauté internationale. Qu'est-ce qui expliquerait cela? Parce que déjà, le Rwanda a beaucoup d'accords avec les pays occidentaux. Nous le précisons ici. Ce qui nous intéresse, nous, Congolais, pour le moment, c'est la paix. Que le Rwanda soit en accord avec tel pays ou tel pays, ça ne résout pas nos problèmes. Notre priorité, c'est la vie humaine. Et c'est ça notre priorité. Que le Rwanda soit en embargo, que le Rwanda soit ceci, soit cela, c'est un pays indépendant comme le Congo. La question que moi je me pose, pourquoi est-ce que le Rwanda résiste après beaucoup d'années à agresser la RDC? Qui arme le Rwanda? Parce que déjà, c'est une question piège. Il ne faut pas compter résoudre un problème avec quelqu'un qui crée ces problèmes. C'est ça qu'il faut éviter. Que le Rwanda soit en embargo ou pas, ce n'est pas notre souci. Notre problème, c'est que notre peuple soit tranquille là où il vit, que notre peuple soit en paix là où il est. C'est ça qui nous satisfait. Les accords, tout ce qu'il faut là, nous, ça nous importe peu. Si cela ne résout pas notre problème, si les accords arrivent à résoudre notre problème, je suis satisfait. Je suis en train de préciser ici, tel qu'il a donné l'exemple de l'accord de Sand City. Moi, j'ai dit clairement ici quelles sont les organisations qui ont donné définitivement la résolution à un problème d'Afrique par rapport au terrorisme ou à la guerre. L'accord là de Sand City, nous sommes en train de vivre la même chose à l'Est. Donc cet accord a été pris pour un temps temporaire. Donc moi je parle d'une paix durable où chaque Congolais peut se sentir en sécurité partout. Quelle est l'organisation africaine qui a donné la paix à un pays africain, un pays frère, avec des méthodes concrètes et donner une solution définitive? C'est de ça que je parle. Je ne parle pas d'une paix temporaire où on peut venir, on vous dit cessez, prenez ça, prenez ça. Et d'ailleurs, M. Christian, je le précise, je l'ai dit ici, si chacun vient en oubliant ses intérêts personnels, il vient pour l'intérêt de la RDC, on va résoudre ce problème une seule fois pour toutes. Déjà, l'accord de Sand City, il y a eu le 1+4, c'est-à-dire chacun est venu avec son intérêt, avec son agenda. Déjà, avec ça, on n'aura pas de solution. Parce que nos leaders, nos soi-disant leaders doivent prendre conscience que par rapport à ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas un moment pour se faire des gains ou chercher des postes. C'est un moment où on se dit, je renonce à mon intérêt, je renonce à ma fierté, je renonce à tout, je défends le Congo, je défends le Congo, je défends le peuple congolais. C'est ce que nous devons nous dire pour le moment. Et avec ça, si chacun de nos leaders prend conscience dans cette initiative, moi je pense qu'on aura des résultats. Parce que si déjà, entre nous Congolais, nous arrivons à faire un bloc, oubliant que tel n'a pas gagné les élections, tel n'est pas opposant, tel n'est pas ceci, on essaie de se mettre ensemble, on forme un bloc patriotique congolais, et puis on regarde l'ennemi face à nous, je pense qu'on vaincra. Alors, faire un bloc pour gagner, remporter la guerre. Et je vous pose la question de savoir qui sont ces acteurs majeurs
que vous pouvez, à votre niveau, identifier, qui doivent inévitablement être autour d'une même table en vue de proposer des solutions pour la paix. C'est la patrie ou la mort, dit-on. Au nom de la paix, ça a déjà été proposé dans les pactes sociaux pour la paix et le bien vivre ensemble. Toutes les composantes seront consultées. Et comme je l'avais dit dans ma précédente intervention ici sous les plateaux de HK6, nous avons dit que c'est le moment ou jamais que nous devons montrer l'hypocrisie soit de la communauté internationale, soit du Rwanda, au cas où nous, les Congolais, entre nous, parvenons à trouver un consensus. La société civile, l'opposition, la majorité et tous les mouvements citoyens. Mais vous savez, par rapport à ce que mon frère venait de dire tantôt, nous sommes en train de combattre l'ennemi à partir de ses racines. Tous ces conflits viennent toujours du Rwanda. Pourquoi? Parce que le Rwanda, il a été approché par des lobbies. Ces lobbies qui sont dans des pays, dans des puissances à travers le monde. Il y a des lobbies américains, par des sénateurs ici et là, il y a des lobbies européens, tout ça, qui ont trouvé que non, facilement, ils peuvent piller les minéraux de la RDC. Et comme déjà, il y a un petit Rwanda là-bas qui finance régulièrement. Déjà, là, je suis en train de dire comme nous avons commencé, mon frère. Déjà, quand vous dites que s'il vous plaît, mon frère, comme nous avons commencé je suis en train à combattre le Rwanda de l'intérieur. Quand vous dites qu'il y a des sanctions... Je suis dans une file d'idées, s'il vous plaît. Quand vous dites qu'il y a des sanctions, déjà, nous sommes en train de déstabiliser le Rwanda. Et puis vous dites qu'il y a des lobbies qui sont en train de... S'il vous plaît. Ce que nous disons, c'est quoi? Les Rwandais comme Rwanda, nous les dépouillons de son pouvoir. Les sanctions, on commence déjà à tomber. Nous sommes en train de déshabiller le Rwanda. Maintenant, qui donne les sanctions? S'il vous plaît. Ces mêmes puissances là-bas, qui passaient par le Rwanda, qui ont donné pouvoir au Rwanda, et que nous sommes en train maintenant aujourd'hui de déstabiliser ces mêmes puissances là-bas, les mettre à nu par rapport à leurs coopérations, par rapport à leurs minéraux de sang. Un Rwanda qui est premier producteur, exportateur de coltan en Afrique, pendant qu'il n'a même pas un seul gisement de coltan, nous sommes en train de dénoncer tout ça. Et si maintenant nous parvenons à dépouiller le Rwanda de tous ces accords, parce que nous sommes en train maintenant d'attaquer le Rwanda au niveau de la source. Vous voyez maintenant les eurodéputés qui se mobilisent actuellement avec une forte énergie et qui participent à toutes les mobilisations de la diaspora sur les ambassades au niveau de Bruxelles et qui sont en train maintenant de dénoncer les vraies causes de la RDC. Et nous maintenant, au finish, nous parvenons à mettre à nu le Rwanda. Nous parvenons à dépouiller le Rwanda de tous ces accords, de toutes ces puissances. Le Rwanda dépouillé, le même jour on a la paix au Congo. Parce que les belligérants n'auront plus de financement, ils n'auront plus de soutien, ils n'auront plus de base arrière pour venir combattre le Congo. Alors, réduction du train de vie, je pense que nous allons chuter par là des institutions pour appuyer nos forces armées de la République démocratique du Congo. Un mot, et c'est par là que nous allons chuter. Moi, je pense que la RDC est en train de passer un moment difficile où tout le monde doit baisser son orgueil, où nous devons penser à l'intérêt de ceux qui vivent la guerre. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patriotisme, moi j'ai dit que le député, le ministre, tout le monde, le gouvernement doit un peu, quelque part, faire un geste patriotique, un geste de soutien et d'amour par rapport à ce qui se passe à l'Est. Dire, comme ça se passe au Burkina, moi je ne touche plus mon salaire, je donne ça à ceux qui vivent la guerre, je soutiens avec mon salaire pour l'achat des armes et tout ce qu'il faut. Et en même temps, j'ai dit au peuple congolais, un pays n'est pas détruit avec la trahison, l'histoire d'un pays ne s'arrête pas avec la trahison, l'histoire d'un pays ne s'arrête pas avec une guerre. Ce sont des étapes à vivre et nous allons surmonter ensemble. Nous allons montrer au monde entier que le Congo, le grand Congo, est un pays fort et uni. Une voix, un peuple, un message en quelques secondes. D'accord. À tous les Congolais qui nous suivent. D'accord. D'abord, je salue ce que j'ai vraiment commencé avec la dotation de $1 million comme effort de guerre. Et il a fait appel à toutes les entreprises et établissements publics de l'État de faire de même. Je salue aussi ce que Madame la Première ministre a commencé avec la réduction des trains de vie, comme vous avez posé la question tantôt. Elle a supprimé toutes les dépenses en urgence, elles ne seront plus payées, excepté pour les FARDC. Et un message, c'est un message de compassion à tous les compatriotes qui sont à Goma, qui sont dans les Sud Kivu, où il y a une forte panique aujourd'hui. Je compatis avec eux, restez forts, restez congolais, car nous n'avons que le Congo comme pays.
C'était Face à Face qui recevait Bienvenue Iragi Mouchengezi, analyste politique, membre de l'Union Sacrée. En face de lui, Agonès Kakouji du mouvement révolutionnaire La Voix du Peuple. Nous allons donc vous retrouver très prochainement. À nos invités, nous disons merci d'être venus. Merci à vous, monsieur Christian. Je disais, nous allons donc nous retrouver très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.